l'open science, encore un nouveau concept. Et ça, c'est vendu. Alors vous savez, c'est cette espèce de convergence entre Science 2.0, Open Research, etc. Aujourd'hui, on parle d'open science à l'échelle européenne. C'est vraiment quelque chose qui a convergé. Et alors, le cœur de tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des technologies de l'information et de la communication qui sont au cœur des systèmes de recherche, quelle que soit la discipline. Et c'est ça qui fait qu'on peut développer des nouvelles pratiques de recherche parce qu'on a des nouveaux moyens de capter des données, on a des nouveaux moyens de traitement, donc on a des nouvelles disciplines qui peuvent naître et qu'on fait intervenir de nouveaux acteurs. On change à la fois les processus de modification sur les diffusions des données, sur les stockages des données, on fait intervenir des citoyens, donc des autres acteurs dans le système. Voilà, mais le cœur de tout ça, c'est bien d'abord le fait qu'on est dans des technologies de l'information et de la communication qui permettent ces évolutions-là. Donc c'est vraiment la base de l'open science. Et alors on peut définir l'open science comme étant quelque chose qui... Il y a plein de définitions. Je dirais que moi j'aime bien cette petite fourchette à gauche là. Enfin, l'idée c'est de dire que on est dans un mouvement d'ouverture, de partage des connaissances qui sont pratiquées, qui sont produites pardon, dans les structures de recherche. On essaye d'ouvrir tous les mécanismes. Autant les choses étaient relativement fermées, en tout cas homogènes selon les disciplines, avec le système des publications, le système du peer reviewing assez classique, les processus de diffusion des connaissances produites, discipline par discipline. Autant aujourd'hui, on essaye de tout ouvrir, c'est-à-dire d'ouvrir à la fois les publications, avec le mouvement Open Access, qui lui existe quand même déjà depuis plus de 20 ans maintenant. On essaye d'ouvrir les méthodologies de recherche, on essaye d'ouvrir le peer reviewing, c'est-à-dire de modifier vraiment considérablement les pratiques de science dans ce domaine-là, les logiciels et donc les moyens de traitement, en particulier des données, mais ça le mouvement open source a déjà quelques dizaines d'années aussi, et les données, et bien sûr aussi les ressources pédagogiques. Donc on est dans cette phase-là où l'open science, c'est tout ça, c'est l'ouverture de tout ça, et que les données n'ont de sens dans un mécanisme d'ouverture et de partage que si elles sont accompagnées aussi par l'ouverture des méthodologies, c'est-à-dire l'ouverture des outils associés pour les traiter, etc. Donc il faut vraiment replacer ça de façon globale. La Commission européenne avait fait une enquête à laquelle peut-être certains d'entre vous avaient participé il y a 3 ans maintenant, et il s'était aperçu qu'effectivement, voilà le résultat. Alors à l'époque, on appelait ça Science 2.0 et pas encore Open Science. C'est intéressant de voir que, voilà, dans les activités de recherche, tout autour, il y a énormément de pratiques, d'ouverture qui sont aujourd'hui dans le quotidien des chercheurs. Et que ces idées d'ouverture, elles se concrétisent déjà par une réalité de services existants. C'est-à-dire, c'est pas théorique. C'est dire, si on parle d'open access, on a des réservoirs et des services qui permettent d'accéder à des données. Si on parle de préprint, on a des réservoirs de préprint. Si on parle d'outils de dépôt de données, on a des réservoirs, etc. Donc on est dans un système où il y a déjà un écosystème d'applications qui sont à la disposition des chercheurs. Alors c'est un peu parti dans tous les sens. C'est pas très régulé, mais on est dans un phénomène très vivant. Il y a des bonnes idées, on voit des applications naître, puis après il y en a des bonnes qui meurent, d'autres qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. On est dans un système très vivant. L'idée, c'est de mettre un peu d'organisation dans tout ça, surtout quand on est un peu prescripteur, c'est-à-dire en tant qu'organisme de recherche, on essaye de faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Et là, on est dans une approche extrêmement ouverte. Alors, je vous ai mis quelques conseils de lecture qui sont assez intéressant pour montrer que cette réflexion elle a lieu partout, elle a lieu à toutes les échelles. Autant les chercheurs dans ce rapport au milieu qui est Science as an Open Enterprise, qui est un rapport des Britanniques sur l'ouverture de la science, il date de 2012, mais il est extrêmement intéressant. À gauche, vous avez l'enquête de la Commission européenne qui fixe exactement la vision à un instant T de ce que pensent les chercheurs européens de ces ouvertures, de l'évolution de la science et des ouvertures que cela procure. Et à droite, un rapport de l'OCDE, donc là un niveau extrêmement élevé sur les pratiques de science dans les pays développés de l'OCDE. À l'échelle européenne, il y a un agenda Open Science, et je vais vous en dire vraiment quelques mots. Il y a eu une grande réunion à Amsterdam pour présenter ce programme.
l'idée était de dire, on a un peu une rupture là, hein. On passe d'une situation qui était un peu figée à une volonté politique, à haut niveau, puisque c'est au niveau européen, de changer les processus. Alors tous les processus, on va essayer de tout changer. C'est-à-dire on fait de l'open science, mais à tout niveau. C'est-à-dire on fait de l'open access, mais on fait aussi de l'open data, et on va faire de l'open peer reviewing, et on va changer les métriques, on va changer l'évaluation. On essaye d'avancer de façon homogène dans tous ces champs de l'open science. Alors, il y a un groupe et une plateforme de pilotage qui a été montée. Le groupe vient d'être créé il y a un mois. Et vous voyez les différents groupes de travail qui vont se monter, ou qui, pour certains, sont déjà opérationnels. Il y en a un sur les données, mais il y en a sur l'évolution des métriques, sur l'intégrité en recherche, sur la science citoyenne, etc. Donc on est bien dans une logique d'avancer tous les champs de l'open science en parallèle. Pour les données, ça a un coût. Je vous ai mis ça parce qu'il faut se replacer vraiment dans la réalité, hein. Il y a la volonté de monter à l'échelle européenne une infrastructure de données. Ça veut dire que les chercheurs pourront disposer d'outils, de moyens de stockage, de moyens de traitement, de moyens d'accès pour accéder aux différentes données. Le coût est estimé à 6,7 milliards. Alors, il y a des choses intéressantes là-dessus. Bon, il y a déjà 2 milliards qui sont engagés dans les projets Horizon 2020. Mais il y a encore 4,7 milliards à trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce coût-là, il y a 1 milliard d'euros qui est prévu pour les technologies quantiques, donc les traitements, les ordinateurs quantiques. Donc il faut voir que vraiment, on est dans une phase rupture et on change d'échelle. Si on veut disposer à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, d'une infrastructure qui intègre les données dans la réflexion et dans la recherche du XXIe siècle, il faut qu'on passe aussi par là. Donc voilà, on a un coût global. Tout ça pour dire que faire de la gestion de données au plus près du laboratoire, au plus près des expériences, au plus près des projets dans lesquels on est, c'est aussi se positionner dans ce champ global qui est de dire que ça va dans ce sens-là. Ça se fait dans une cohérence pour disposer à l'échelle internationale européenne de partage des données qui sont gérées au mieux, au plus près des chercheurs dans les laboratoires. Tout ceci n'est pas pondu d'en haut. Je vous le signale juste là parce qu'on a toujours l'impression que Bruxelles descend des choses et puis que ça descend du ciel. Non, c'est des réflexions qui datent depuis 20 ans et qu'il y a énormément de structures qui sont là listées, qui ont participé. Vous participez peut-être à certaines de ces structures. Moi, j'y suis. Il y a énormément de réunions pendant des années pour discuter, pour faire remonter des choses. Donc, on est dans quelque chose de bottom-up. Les scientifiques ont participé à tout ça. Ils ne découvrent pas ça du haut. Donc, ce n'est pas de la technocratie bruxelloise. Je vous invite à regarder ce site et éventuellement à vous abonner. Ça donne beaucoup d'indications sur qui est un site du Parlement européen qui fait des analyses. Et là, il y a une analyse extrêmement bonne qui est récente, de 2016 sur la naissance de l'espace européen de la recherche et comment ça s'est construit au fil des réflexions. C'est extrêmement instructif et les données pointent là-dedans et naissent comme étant quelque chose qui vient d'un mouvement depuis 20 ans. Ça, c'est la stratégie élargie de la Commission européenne et Carlos Moedas a sorti un document, encore une fois, très récent qui parle d'open innovation, d'open science et de l'ouverture au monde. On est bien dans une logique de faire de la science pour des retombées vers la société et donc derrière l'open science, c'est aussi l'open innovation. Donc c'est quand même intéressant et c'est basé sur un principe qui est aujourd'hui, je pense, complètement accepté de tous, qui est la libre circulation des connaissances. Donc évitons de privatiser les connaissances et d'en limiter la circulation. Donc là, c'est quand même assez clair. Je voudrais ramener à la notion de données de recherche telle qu'on peut la définir aujourd'hui. Au sens de la Commission européenne, parce que vous êtes certainement concrètement, et vous allez le voir à travers les DMP auxquels vous allez être formés, que là, on répond à des demandes liées à du financement, à des financeurs, en particulier la Commission européenne à travers le programme Horizon 2020, et qu'il y a bien données et données. Hein. Quand on parle de DMP Horizon 2020, ce sont bien les données de recherche associées aux publications. On est bien dans cette logique-là. C'est ce type de niveau d'information qu'il faut d'abord
partager, d'abord faire circuler. Tant mieux si on peut mettre en accès toutes les données, y compris les données primaires, etc. Mais c'est bien d'abord les données liées aux publications qu'il est important de faire circuler. Et ça, c'est quelque chose d'assez... qu'il faut avoir en tête. Hein. C'est que quand on parle de données, il faut bien savoir de quelles données on parle et quel est le processus qui permet de les valoriser. Je voudrais vous parler aussi de quelque chose qui est une vue, ça c'est un peu de la provocation. Hein. C'est Ruwan Bikarigui du STFC, donc, qui est quelqu'un d'extrêmement investi, et qui dit, bien sûr les données sont au cœur du système. Il travaille sur des grands systèmes, des grands appareillages, etc., mis à disposition des chercheurs. Et il dit clairement, et lui il l'annonce comme ça, il dit les chercheurs n'ont pas à se préoccuper de la façon dont les services autour des données sont faits. Un chercheur, il crée des données, il a besoin d'accéder aux données, il les traite et il fait de la science avec les données. C'est l'environnement virtuel de recherche du chercheur, c'est tout ce qui est rouge. Mais les mêmes données, il faut bien sûr les gérer, pouvoir y accéder, en contrôler l'accès, les décrire, etc. Et tous ces services-là, ça c'est fait pour les professionnels qui gravitent, hein, qui sont en appui des chercheurs. Et ça, le chercheur, il ne veut pas en entendre parler. Hein, grosso modo, alors moi, je ne suis pas très d'accord avec ça, parce qu'il faut aussi que la coopération entre le chercheur et les métiers d'accompagnement de la recherche, qu'il y ait une vraie coopération pour avoir une bonne gestion des données. Mais c'est aussi une façon de définir les données. Hein. Vous savez, les données, ou la gestion des données, c'est le truc dont les chercheurs ne veulent pas s'en occuper. Certains le disent comme ça. Bon. Il faut s'en rendre compte parce que quelquefois, vous aurez ce type de réaction avec des chercheurs ou de la part des chercheurs.